La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, c'est un moment évidemment très attendu par les enfants mais qui donne aussi parfois des sueurs froides aux parents. Tout compte fait s'intéresse cette semaine au grand business des cadeaux de Noël car cette année c'est une révolution qui s'annonce avec un produit un peu particulier, regardez, mais qui est déjà l'un des produits stars dans la hotte du Père Noël. C'est la révolution des masques de réalité virtuelle. Vous verrez qu'au-delà des jeux vidéo, ce nouvel outil débarque dans l'immobilier, le tourisme. Voyager assis dans son salon est désormais possible. Et puis notre enquête, dans les coulisses des ventes de jouets sur Internet, elles explosent cette année. Le secteur est en ébullition, c'est peut-être la fin des magasins traditionnels qui s'annoncent. Et justement, on démarre avec cette enquête sur le boom des jouets e-commerce. C'est aussi un symbole de notre époque. Après la hi-fi, après les vêtements, le secteur des jouets fait aujourd'hui face à la vague des achats sur Internet, à tel point que les enseignes traditionnelles sont obligées de s'adapter. C'est aussi une grosse part de leur vente désormais. Alors faut-il s'en inquiéter ou s'en réjouir? Et les prix sont-ils vraiment moins chers sur le web? C'est une enquête signée Guillaume Caour. À l'approche de Noël, quand elle rentre du travail, Marilyn fait régulièrement un crochet par la supérette à côté de chez elle, à Suresnes, en banlieue parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Je viens récupérer un colis. Il y a 4 jours, cette maman de 33 ans a passé commande sur Internet. Oula. Le colis est imposant. Le Père Noël sera généreux cette année. Il y a des jouets pour les enfants pour Noël. On va être discret quand on va rentrer du coup. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne fête. Au revoir. Comme 32 millions de Français, Marilyn achète ses cadeaux en ligne. Premier réflexe, vérifier le colis. Ah bah, et en plus il nous parle déjà, si c'est pas mignon. Donc c'est bien ce qu'on avait demandé, voilà. Le chat Boutsy. Un chat à 38 € pour son cadet. Et pour son aîné, ce château à 25 €. 2 fois moins cher que les prix catalogue des supermarchés. Je pense que là, ils vont être ravis. Il n'y a plus qu'à cacher tout ça. À 3 semaines des fêtes, c'est déjà le 6e colis que Marilyn récupère. Alors en arrivant à la maison, elle sait parfaitement comment s'y prendre. Avant que ses enfants accourent pour l'embrasser. Bonjour les doudous. Hop. Le colis n'a pas attiré l'attention de ses fils. Il est maintenant l'heure d'aller dormir. Maman va t'expliquer quand tu seras couché. D'accord, allez, on monte, on y va. Allez, on monte se coucher. Les parents vont maintenant pouvoir cacher les arrivages du jour. Et ce n'est pas une mince affaire. Leur dressing déborde déjà de jouets achetés sur Internet. Non, ça va pas rentrer. Il ouvre jamais ce placard. Oui, mais est-ce que ça rentre? C'est ma question. Ah oui, si. Eh non, non. Là, il va ouvrir le placard, prendre ses chaussures. Non, mais ça va pas du tout. Quel est le problème? Bah là, c'est un placard qu'on ouvre pour prendre les chaussures le matin. Chaque année, ils dépensent 300 à 400 € en jouets sur les sites de e-commerce. Une bonne chose de faite. Pour leurs enfants, mais aussi pour leur famille. Leurs achats, ils les font le soir, quand leurs 2 fils sont au lit. On va regarder pour la liste. Hop. Cette fois, c'est un neveu qui a passé commande au Père Noël. Enfin, sa mère a envoyé une photo par SMS. Il veut ce robot motorisé. En quelques clics, Marilyn le trouve sur ce site et le commande à 34,99 €, livraison comprise. 5 € de moins que dans certains magasins de jouets. Sans même bouger de son canapé, le couple a fait des économies et pense s'être évité une mauvaise surprise. Il m'est déjà arrivé d'aller en magasin, Toys R Us par exemple, ou chez Auchan, et le jouet, il n'y a pas. Ouais. Du coup, j'ai bien galéré avec les enfants pendant 1 heure ou avec d'autres personnes, et je rentre bredouille. Donc après, il faut repartir dans un autre magasin, et donc c'est pas forcément évident. Et voilà, notre commande a été bien passée. Donc ça,
On peut pas faire plus efficace concrètement. C'est vraiment super. Les magasins de jouets à l'approche de Noël, c'est un peu comme une autoroute au début de l'été. La foule, la sécurité renforcée, l'embouteillage aux caisses. Alors ces dernières années, nous sommes toujours plus nombreux à jouer les Pères Noël en ligne. Un Français sur 4 préfère déjà Internet au magasin, ce qui suscite la convoitise des géants du e-commerce et des grandes enseignes du jouet qui passent sur le web. Une bataille commerciale sans merci. Alors comment les sites tentent-ils de s'imposer? Et est-ce vraiment moins cher d'acheter ces jouets sur Internet? En France, Toys R Us, leader historique du marché avec 48 magasins, s'est aussi mis au e-commerce et a ouvert l'an dernier le plus grand centre logistique de jouets à 1 heure de Paris. 50 000 mètres carrés. Dès 6 heures du matin, le chef des troupes arrive sur place après une courte nuit. Sous les ordres d'Abdel, 140 saisonniers en gilet rouge, recrutés spécialement pour faire face au rush de Noël. En temps normal, il n'y a ici que 15 salariés, ceux en gilet bleu. À 3 semaines de Noël, l'équipe va affronter les journées les plus difficiles de l'année. Ingrid, ça va mieux? Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a 7000 commandes dans le système. Et donc maintenant, il va falloir vraiment envoyer parce que là, on est en saison. Les clients, ils nous attendent. Les clients sont là. Les clients ont passé commande et les clients veulent leur article. Voilà, les petits enfants, ils attendent leurs produits au pied du sapin. En décembre, cet entrepôt doit expédier 5000 colis par jour en moyenne. 10 fois plus qu'en temps normal. Pour rivaliser avec les supermarchés, le site promet à ses clients une livraison express en 2 à 3 jours maximum. Alors ici, un seul mot d'ordre, toujours plus vite. Pense vraiment à mettre ton numéro de chariot, qu'on puisse, si la feuille au pire des cas elle tombe, qu'on puisse l'avoir. Mais je pense qu'il est derrière, mais ici tu peux me le remettre devant. C'est un peu la maison du Père Noël. Voilà, c'est ça avec, là faut s'imaginer tous les petits lutins. Voilà, on est des petits lutins, on est les petits lutins du Père Noël. Pour les lutins, pas question de traîner en chemin. Ex-étudiant en architecture, Valentin travaille ici les 2 mois qui précèdent Noël comme ramasseur. Toujours Playmobil. Son job, collecter les jouets à l'aide de ce bras électronique qui le guide dans ce labyrinthe d'étagères. Donc là en gros je dois prendre 2 jouets qui est à l'emplacement 06B1A, donc je dois prendre 2 jouets comme celui-là. Là. Équipé tel Robocop, il parcourt les allées à la recherche des articles durant 6 heures d'affilée. 30 commandes par chariot. Le Cluedo, ouais, c'est un squelette. Voilà, encore des Playmobil. Au total, une dizaine de chariots par jour, payés au SMIC. J'avais demandé quand je venais d'arriver ici combien de kilomètres on faisait en moyenne et il m'avait dit qu'on en faisait à peu près 10 en moyenne en 6 heures, donc c'est quand même fatigant, quoi. C'est quand même éprouvant à faire ça tous les jours, surtout que c'est 6 jours sur 7, même le samedi matin. Une fois son chariot plein, Valentin le transmet aux préparateurs de commandes, ceux qui emballent, comme Nathalie, 38 ans, en gilet bleu. Dans le A10, moi, je suis pas persuadée. Ici non plus, pas le temps de bavarder. Ah bah nickel. Il faut suivre le rythme des ramasseurs. On a un objectif, c'est un produit à la minute. Donc on va dire qu'un chariot doit être fait en 20 minutes. Faire le carton, mettre le jouet et le papier bulle à l'intérieur et éditer la facture en seulement 1 minute. Pour cela, ils sont aidés par l'informatique, en particulier sur la taille des cartons. Et là, donc sur notre facture, on a le format A7. A7, un des nombreux codes que les saisonniers doivent apprendre ici. Nathalie leur a préparé un pense-bête. A7, petit produit, A14, long produit, A9, un petit peu plus haut produit, A10 et A13, plus important produit. Mais parfois, les jouets sont trop grands. On va lui couper la tête. Du coup,
ça rentre pas. Dark Vador devra partir chez le client, emballé dans du papier craft. Dans le e-commerce, chaque livraison est différente. À la mi-journée, 1500 colis ont déjà été expédiés. Et pourtant, le nombre de commandes en attente ne cesse d'augmenter. 7000 le matin, 8300 à 16 heures. De quoi stresser le manager. Faut vraiment qu'on suive, faut pas qu'on se laisse dépasser. Le système continue sans cesse. Les clients ne s'arrêtent pas. On ne peut pas arrêter les clients. Alors Abdel garde toujours un œil, ou plutôt une oreille, sur le rythme de travail à l'étape finale. La fermeture des colis. Si à un moment donné, j'entends pas la scotcheuse, c'est qu'il y a un petit moment où c'est un petit peu trop calme. Et quand la scotcheuse derrière elle est en route, derrière là on est content parce que c'est des commandes qui partent. Une fois prêts, les colis filent à 7 km/h sur ces tapis, direction la plateforme de chargement. En décembre, 10 semi-remorques comme celui-ci quittent chaque jour le centre logistique pour livrer des milliers de clients. Résultat, l'angoisse de la rupture de stock monte pour Aurélien, responsable des approvisionnements. Depuis quelques jours, cette console de jeu vintage est indisponible sur le site. C'est très demandé. On en a reçu 250 pièces la semaine dernière. En 24 heures, elles étaient écoulées. Heureusement, dans l'entrepôt, des camions pleins de jouets arrivent chaque jour pour reconstituer les stocks. Et ce matin, l'une des livraisons intéresse tout particulièrement Aurélien. Un soulagement. Donc là, on a une réception de 54 pièces. 54 exemplaires de la console de jeu en rupture, envoyés par le fournisseur. Une bonne nouvelle pour lui, car sur les sites des concurrents, le produit reste très difficile à trouver. Il ne l'a pas. Nous l'avons chez notre concurrent, chez un de nos concurrents aux alentours de 160 €. C'est celle-ci. Soit environ 3 fois le prix chez ce marchand qui veut peut-être profiter de la pénurie. Aurélien remet immédiatement la console en stock à 59 € pièce. Un succès assuré. Et à ce moment-là, les pièces sont en stock. Les 54 consoles vont être vendues sur le site en seulement 20 minutes. Pour s'imposer sur le marché du jouet en ligne, les marchands se mènent une guerre des prix sans pitié. Exemple, dans le centre-ville de Bordeaux, chez le numéro 2 du e-commerce, Cdiscount. 1400 employés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. À l'approche des fêtes, le site multiplie les promos mises en place chaque matin lors d'une réunion stratégique que nous avons été exceptionnellement autorisés à filmer. L'idée aujourd'hui, c'est de regarder ce qu'on peut mettre en avant sur le site comme type de produit. Pour choisir, ces commerciaux analysent toutes les recherches faites par les clients sur le site. À chaque fois que vous consultez un jouet, l'information est enregistrée. L'équipe sait ainsi en temps réel quels sont les produits les plus recherchés et peut faire les bonnes promos au bon moment. Il y a des tendances. L'année dernière, par exemple, il y avait beaucoup de tendances sur la Reine des Neiges, 2014-2015. Cette année, la Reine des Neiges, c'est un peu en deçà. Donc cette année, on sent qu'il y a une demande sur Pat Patro qui est en train de s'accélérer sur la fin de novembre. Jouets stars de Noël, ces petits chiens héros de dessins animés. Depuis 48 heures, la demande ne cesse d'augmenter. Clairement, entre lundi et mardi, hier, on a un pic de demande sur ce produit-là. On est passé de 5000 recherches à 10 000 recherches. Donc c'est le moment pour nous de le mettre en avant. Le mettre en avant, c'est-à-dire baisser le prix de 49,90 € à 44,90 €. Le e-commerçant espère ainsi faire de ce jouet un produit d'appel pour créer du trafic et donc d'autres ventes sur son site. Le produit en promo va déclencher l'acte d'achat, mais cet achat va être peu à peu complété par des produits d'autres rayons, dans 50% des cas. Cette opération commerciale vise donc à faire consommer des clients attirés par la promo. Mais alors, est-ce que ça marche ? Direction, le centre logistique du site, en banlieue de Bordeaux. 100 000 mètres carrés, soit 15 terrains de football. 120 000 colis expédiés chaque jour. Avec Noël,
la cadence augmente encore, notamment pour Justine, préparatrice de commandes aux jouets. La promo Pas de Patrouille marche fort. Elle doit déjà faire face à plusieurs commandes comme celle-ci. 2 heures après la mise en ligne, la stratégie du site fonctionne à merveille. Donc, le client, là, a commandé le quartier général Pas de Patrouille qui a été mis en avant sur le site. Et on a profité pour faire la globalité de ses courses. On peut voir une marchande, enfin un supermarché. On peut voir, hop, je vais pas arriver à le sortir, une peluche interactive. Et dans le reste de sa commande, une caisse enregistreuse, une poussette pour bébé et un set pour faire la cuisine. Grand gagnant de cette opération commerciale, le site qui va vendre plus de 160 Pas de Patrouille sur la journée, avec dans la moitié des cas d'autres produits. La réduction est donc largement rentabilisée. Mais alors, est-ce vraiment moins cher d'acheter ces jouets sur Internet? Pour le savoir, nous avons décidé de faire un comparatif sur 10 jouets populaires à l'approche de Noël. Avec notre petit calepin, nous avons d'abord fait des relevés de prix au rayon jouets de 3 grandes surfaces. 69,90, exactement le même. Puis le même jour, on a refait la même chose sur 3 sites, avec les 10 mêmes articles, et on a fait les moyennes pour comparer, hors frais de livraison. Verdict, la grande distribution est moins chère sur 2 jouets, le e-commerce l'emporte sur 8 jouets. Exemple, ce pistolet vendu en moyenne 49,95 € dans les magasins, contre 45,21 € en moyenne sur le web. Mais attention tout de même aux fausses bonnes affaires à cause des frais de livraison. Sur Amazon, elle est payante en dessous de 25 € d'achat. Cette boîte affichée 16,66 € coûtera en réalité 19,65 €, le même prix qu'en magasin. Sur le site de Toys R Us, la livraison est plus chère. Le pistolet affiché à 49,99 € vous coûtera en fait 58,49 € avec les frais de port. Mais à l'approche de Noël, attention aussi au moment où vous achetez les jouets. Oui. C'est ce qu'a découvert l'association UFC Que Choisir qui a suivi l'évolution des prix sur Internet les 4 mois précédant Noël. On voit très nettement qu'on a des prix qui sont assez élevés, qui vont descendre en fait jusqu'à fin novembre, début décembre. Jour le moins cher l'an dernier, le 27 novembre. Après, le prix des jouets n'a pas cessé de grimper, sur le web mais aussi dans les magasins. Ah oui, acheter au dernier moment pour Noël, vraiment, c'est payer le prix fort sur les jouets. Ou alors, on peut avoir des promotions, mais ce sont vraiment les jouets qui n'intéressent plus les enfants. Donc, les distributeurs ont vu qu'ils n'arrivaient pas à les vendre et cassent les prix. Mais vous ne ferez pas plaisir à l'enfant, donc c'est complètement inutile. Mais à Noël, il n'y a pas que les sites des géants du e-commerce. Car Internet a aussi permis à certains Français de créer leur propre boutique de jouets en ligne, avec parfois beaucoup de succès. Dans cette bâtisse fraîchement rénovée au cœur de la Mayenne, c'est aussi le rush de Noël. Sauf qu'ici, ils sont seulement 2. Ce matin, Rachel et son mari Lionel doivent expédier 150 commandes. Un rythme démentiel pour ne pas prendre de retard. Toujours les mêmes gestes. Donc ça, c'est vraiment une partie qu'on aime bien, justement, en période de Noël, parce qu'on imagine bien ce que va devenir l'objet. On imagine la personne qui va l'ouvrir. C'est vrai que ça fait plaisir, quand on se dit tous ces efforts. Il va y avoir des sourires au bout du compte. 4 ans après leur début, ils réalisent déjà 250 000 € de chiffre d'affaires grâce à des produits originaux qu'ils dénichent un peu partout en Europe. Celui-là est belge et fait fureur. 600 boîtes écoulées pour Noël à 34 € pièce. Ça, c'est vraiment le best-seller. C'est un sac de rangement, en fait, qui sert à la fois de tapis de jeu pour l'enfant, par exemple pour tous les Lego, les petites pièces, voilà, les petites briques de jeu. Et l'enfant joue dessus. Et quand il a fini de jouer, on tire sur les ficelles et tout est rangé comme par magie.
Sur leur site, 3000 références pour colorier, pour construire, apprendre le morse ou la magie. Leurs clients peuvent aussi commander ce bureau, cette voiture ou cet oiseau, sans savoir qu'ils sont fabriqués ici même. Anciens Parisiens, Lionel, ingénieur, et Rachel, qui travaillaient dans un cabinet d'avocats, ont tout plaqué pour vivre à la campagne et fabriquer leurs propres jouets en bois. C'est le mésange, en fait, qu'on va percer ici, en diamètre 10, 1 cm, de manière à glisser ensuite les petites ailes en tissu. Ce drôle d'oiseau a du succès. Déjà 200 ventes par mois. Et à l'approche de Noël, Rachel a un peu de mal à suivre. J'ai un petit stock. Et au fur et à mesure des commandes, bien sûr, je prends dans mon stock. Sauf que là, on est arrivé au fond de stock. Donc, on en est arrivé là à produire à la commande. La mésange sortira donc bientôt de son nid. Lionel, je vais voir s'il y a des commandes. J'arrive. Elle a déjà été achetée sur le site par un client. Dans les mois qui viennent, le couple prévoit de recruter un designer pour développer sa gamme, mais aussi de louer un entrepôt pour sa logistique, et même de créer un site internet en anglais. Leur petite affaire pourrait vite devenir aussi belle qu'un conte de Noël. Un produit maintenant qu'on annonce comme l'un des grands succès de l'année et qu'on dit révolutionnaire. Regardez, ce produit c'est le fameux masque de réalité virtuelle. Voilà, c'est assez imposant, je ne vais pas l'essayer parce qu'il faut un peu de pratique et pour l'instant je suis un peu novice en la matière, mais ça fonctionne comme des super lunettes qu'on fixe comme ça sur le visage et qui permettent de se plonger en quelques secondes dans un univers à 360 degrés, c'est absolument bluffant. Alors on parle beaucoup des jeux vidéo car c'est aujourd'hui son application première, mais c'est bien plus que cela en réalité, car les masques de réalité virtuelle sont utilisés aussi dans le tourisme ou dans l'immobilier pour, tenez-vous bien, visiter un appartement avant d'y emménager. Vous allez voir, c'est absolument vertigineux. Alors est-ce un vrai produit d'avenir? Les réponses avec l'enquête de Guillaume Caour. Oh la vache! Un masque sur le visage, de grands gestes dans le vide. Ils ont l'air plongés dans un rêve. À moins que ce ne soit un cauchemar. À l'approche de Noël, ses clients sont venus tester ces sensations troublantes. Sur les yeux, allez-y, passez-le. Des casques qui réalisent l'exploit de les emmener ailleurs, dans une autre réalité. Joséphine accepte de quitter quelques instants le monde réel. Ah, bah je suis la seule, hein. C'est courageuse. Pour un grand 8 virtuel. Je bouge là, non? Oui. La grande différence avec un écran de télé ou de cinéma, il y a même le soleil qu'on voit. C'est qu'elle peut tourner la tête et l'image suit instantanément son regard. La vue à 360 degrés et le son dans les oreilles. Tellement déstabilisant que le vendeur doit l'aider à rester debout. Ah, c'est horrible. Allez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Alors, c'était comment? C'était impressionnant, franchement. Là, je vous sens un petit peu drogué. Oui, bah, tous mes sens étaient perturbés, totalement déconnecté. Ces casques de réalité virtuelle sont le carton annoncé de Noël 2016. Dans ce nouveau monde, le joueur est aussi acteur de ses mouvements grâce à ses manettes. N'hésitez pas à remettre le casque comme il faut aussi. La plupart des clients viennent faire l'expérience pour la première fois, comme cette famille. Bonne partie. Isabelle observe stupéfaite son mari isolé dans son univers. Une forêt remplie de monstres à abattre. Mais c'est vrai que là, il est quand même un peu tout seul et nous, on le regarde. Alors, c'est rigolo aussi, mais ça, on va pas passer des heures à le regarder comme ça. C'est un peu excluant, quoi. Ouais. Est-ce que vous vous projetez à la maison avec un appareil comme ça? C'est un tel succès, ils trouvent ça tellement génial que je suis sûre que ça va prendre très vite. Mais de là à ce que
On en est un à la maison, je sais pas. Il y a des enfants qui disent oui. Le casque le plus vendu est japonais, 400 €. Dans cette enseigne, 15 000 exemplaires vendus en un mois. Les autres coûtent de 700 Ça va? Reculez s'il vous plaît. à 950 € pour le plus cher. Vous pouvez aussi trouver des modèles à moins de 100 €, mais ils fonctionnent avec un smartphone et les sensations sont moins fortes. La réalité virtuelle, un rêve né dans les années 90. Mais à l'époque, les images ne suivaient pas instantanément le regard et provoquaient maux de tête et nausées. Aujourd'hui, les nouveaux casques offrent une immersion plus vraie que nature, capable de tromper notre cerveau. Vous allez pouvoir croiser des extraterrestres et des dinosaures. Vous allez voler comme un oiseau au-dessus de Paris. Les grands éditeurs de jeux vidéo proposent des contenus toujours plus bluffants et inventent une nouvelle manière de jouer. Mais avec ces casques, vous allez aussi pouvoir voyager et réaliser des rêves inaccessibles. Mais alors, comment réalise-t-on une immersion en réalité virtuelle? Pierre a déjà conçu 15 films, souvent des reportages promotionnels pour de grandes entreprises de cosmétiques ou d'automobiles. Aujourd'hui, il veut tenter un tournage dans des conditions extrêmes, une séance virtuelle de haute voltige. Le but, là, pour le coup, c'est de faire découvrir à des gens qui n'ont pas les moyens de, tout simplement, de faire un vol parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un baptême de l'air ou qu'ils n'ont pas la possibilité physique d'en faire. Ils pourront découvrir ça dans des casques de réalité virtuelle en toute sécurité et avoir vraiment les sensations de faire des loopings, de faire des tours dans le ciel, quoi, ce qui est assez extraordinaire. Le problème, c'est que techniquement, ce n'est pas simple. Une seule caméra ne suffit pas. Pierre doit filmer à l'aide de cette boule. C'est de l'impression 3D. Là, on a le système avec 5 caméras qui sont horizontales et une caméra au-dessus et une caméra en dessous. Ça nous permet d'avoir des caméras qui filment tous les côtés de la scène et de la sphère. Et ce qui va se passer quand les gens vont vivre l'expérience dans un casque de réalité virtuelle, c'est que quand ils vont regarder face à eux, admettons que cette caméra-là soit la caméra de face, ils verront ce qui se passe ici. Quand ils vont regarder sur le côté, donc là, ils verront ce qui se passe sur cette caméra-là. S'ils regardent derrière, ils regarderont là-bas. Pour nous faire vivre les sensations de la haute voltige, Pierre place sa boule de caméra à l'intérieur même du cockpit, avec le maximum de précautions. Pas question que l'installation se décroche pendant le vol. Au coucher du soleil, c'est parti pour plusieurs minutes d'acrobaties aériennes. Looping, vrille, tonneau. Bientôt dans le casque, nous serons à la place du pilote, un peu comme sur cette image. La réalité virtuelle nous offre donc la possibilité de vivre des expériences inédites, mais pas seulement. Elle envahit désormais notre quotidien, par exemple pour nous guider dans nos achats. À Paris, Dorothée, comédienne, et Benjamin, ingénieur dans les télécoms, Bonjour. cherchent un appartement à acheter. Mais comme souvent, il manque de temps. On voudrait passer un 70 mètres carrés parce que là on est dans 50. En temps normal, l'agent immobilier aurait programmé des visites quelques jours plus tard. Mais là, il va pouvoir les téléporter sans attendre. Ah, oula! Ah oui! Ah, c'est génial! Oula. Ah merde! Ce que je vais faire, c'est que je vais vous accompagner à travers cette visite virtuelle. Benjamin et Dorothée peuvent ainsi se promener virtuellement dans l'appartement. Oui, alors je veux bien que vous vous leviez, mais il ne faut pas trop bouger. Ils s'arrêtent ainsi sur des détails qu'ils n'auraient pas pu voir sur de simples photos. Donc les chambres, oui, sont les plafonds sont assez hauts, non? Vous avez une hauteur sous plafond qui est intéressante. Sans bouger de leur fauteuil, ils vont maintenant visiter un deuxième appartement. Je vais vous montrer un chantier. Il y a tout à refaire dedans. Ah ouais. Puis un troisième qui leur tape dans l'œil. Ok, on prend.
je vous montre une autre prise de vue de l'entrée. Il est en rez-de-chaussée par contre. C'est en rez-de-chaussée. Ah, il y a une case là. Voilà. Parce que je vois, on peut... c'est chouette ça. Visiter ces 3 appartements dans différents quartiers leur aurait pris des heures. Là, il suffit de 30 minutes. Quoi? Mais pour vous, l'avantage de cette technologie, c'est que vous gagnez du temps? C'est que je gagne énormément de temps. Vraiment, et vous aussi. Ça rend les visites plus précises. On est vraiment sur du qualitatif. La visite en réel, pour moi, ce sera la seconde visite. On a déjà fait une première visite. Vous n'avez pas l'impression d'avoir vu des photos? Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Ah, vraiment pas. Donc non, les visites que vous allez faire ensuite, les vraies visites, quelque part, c'est une visite de confirmation? Oui. Le couple a ainsi écarté 2 logements et ne visitera finalement en vrai que son coup de cœur. Un gain de temps pour les clients et pour l'agence, un argument commercial auprès des propriétaires. Elle espère en effet que les appartements seront mieux mis en valeur et se vendront plus vite. Julien n'utilise pas une caméra, mais cet appareil qui photographie à 360 degrés. Donc toujours le même principe, on se cache pour ne pas apparaître sur les photographies. C'est exactement ce que va voir mon client lorsqu'il va visiter l'appartement virtuellement. Donc là, vous avez saboté votre photo là. Là, vous avez saboté clairement ma photo. Dans leur masque, les acheteurs potentiels pourront visiter chacune des pièces. Mais l'agent immobilier peut les guider virtuellement. C'est que l'acquéreur, si je prends une photo ici, avec cette vue-là, je sais que le premier truc qu'il va regarder, c'est dehors. Et donc déjà, là, je mets en avant l'un des points très forts de l'appartement. Donc vous allez essayer d'orienter son regard dans le casque. Exactement. Je vais orienter son regard. Parce que si je veux, je peux la prendre là, sauf qu'il va, le mur, un canapé... Ouais, mais il aura la même photo finalement, il sera oui, 360 degrés. Mais moi je pars du principe que la première impression est souvent la bonne. C'est-à-dire que, parce que pour vendre un appartement, c'est pas compliqué. Les gens, quand ils veulent acheter, c'est 2-3 minutes. Ils rentrent dans l'appartement, au bout de 2-3 minutes, ils savent s'ils vont acheter ou pas. Demain, la visite en réalité virtuelle deviendra peut-être banale dans l'immobilier. Mais dans d'autres secteurs, elle permet déjà de booster les ventes pour des produits inattendus. Ce samedi, il y a du monde dans cette grande surface de bricolage à Strasbourg. Isabelle veut en profiter pour présenter sa dernière innovation, un pommeau de douche à 50 €. On a un bouton qui nous permet en fait de changer de jet d'un simple clic. Le problème, c'est qu'un pommeau de douche, ça ressemble à un pommeau de douche. Et il y en a des dizaines. Et la problématique ici, c'est qu'on ne peut pas tester le produit. On ne peut pas le mettre en eau, on ne peut pas savoir le type de jet qu'on va avoir sur la peau. Elle a donc eu l'idée de relier le pommeau à un casque de réalité virtuelle pour permettre aux clients de tester les différents jets. Là, le premier univers, le jet pluie douce, vous êtes dans une petite prairie, c'est l'été, il y a une petite pluie rafraîchissante. De beaux oiseaux et un arc-en-ciel là-haut. Il suffit de cliquer sur le pommeau de douche pour passer d'une ambiance à une autre, comme la pluie intense dans la forêt amazonienne. Elle est belle là. Fabuleux. L'impression d'immersion est totale. Et là, donc. Et donc là, le troisième univers, cette fois-ci le jet massage, donc c'est le plus puissant qui est disponible sur la douchette. D'accord. Attention. À chaque opération commerciale, la réalité virtuelle fait augmenter les ventes de pommeaux de 50%. Ceux qui n'achètent pas repartent avec des sensations jamais vécues jusque-là. Mais alors, on a l'impression d'être mouillé à la fin. Exactement. De quoi imprimer le nom de cette marque dans l'esprit des consommateurs. C'est génial. J'ai failli demander une serviette. La première fois qu'on essaye un casque de réalité virtuelle, il y a un effet waouh. C'est une expérience qui va marquer l'esprit du consommateur, du client. Et même si le jour de l'animation, il n'a pas spécifiquement un besoin de remplacer son équipement de douche, et ben, le jour où ce sera le cas, il aura plutôt tendance à se rappeler de la marque plus que si elle avait été présentée d'une manière plus classique. La puissance de la réalité virtuelle peut donc faire vendre efficacement. Mais plus étonnant encore, elle peut soigner, notamment les addictions et les phobies. À Marseille, il y a 2 ans,
Catherine a été prise d'une peur irrationnelle. Du jour au lendemain, impossible pour elle de conduire sur autoroute. Elle décline alors les invitations et s'isole avec sa phobie. Pendant un certain moment, je me disais, vous savez, la peur d'être folle. À cette entrée d'autoroute, elle renonce alors régulièrement. C'était le repoint test avant, oui. Et là, c'est très facile parce que vous faites demi-tour, vous vous retrouvez tout de suite. Et vous arrivez d'arriver là et de faire demi-tour? Oui. Je veux dire, j'y arriverai pas, j'y vais pas, les nausées, le malaise physique, quoi. Mais depuis 15 jours, Catherine réussit de nouveau à entrer sur l'autoroute au prix d'une intense concentration et de quelques angoisses. Elle a surtout peur des camions et la voilà coincée derrière celui-ci. Non, je peux pas le doubler. Non, je peux pas le doubler. Je suis pas sûre de lui. Je vois qu'il ne respecte pas les distances de sécurité avec la voiture, il va déboîter. Je me fais un petit cinéma, mais voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur, là? La voiture blanche, le camion, bah tant pis, voilà. Et là, c'est pareil, Finalement, Catherine s'engage. Là, ça va, là, vous voyez. Là, je suis contente, j'ai passé un cap. Elle réussit ce qui lui semblait inenvisageable il y a quelques semaines. Là, je suis quand même en apnée, voyez-vous. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Cette légèreté de prendre la voiture, de conduire normalement, c'est incroyable parce que c'est agréable. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Si elle domine sa phobie, c'est grâce à une thérapie basée sur la réalité virtuelle mise au point par le docteur Malbos, psychiatre à l'hôpital de Marseille. Il traite 60 patients de la France entière. On va utiliser en fait le fauteuil et le volant pour simuler donc la conduite sur autoroute. Dans son cabinet, il a installé un volant et des pédales. Est-ce que le volant est à la bonne place? Est-ce que les pédales sont à la bonne distance? Parfait. Sinon je peux les mettre plus loin si vous voulez. Je vais vous aider à mettre le casque. Sa méthode, confronter progressivement Catherine à sa phobie. C'est déjà sa 9e séance. Vous voulez un trafic dense, léger? Vous voulez une météorologie, plutôt la pluie, plutôt le soleil? Alors météo pluvieuse et trafic dense. Et trafic dense, donc un niveau difficile. Grâce au casque, le cerveau de Catherine intègre qu'il est capable de conduire sur autoroute. Le psychiatre adapte en virtuel une méthode ancienne, la thérapie d'exposition. Dans la thérapie traditionnelle, c'est on expose le patient à des objets réels. Donc une vraie araignée, un vrai avion, etc. Mais il y a deux problèmes. Un problème pratique à organiser, parce que le thérapeute peut rarement suivre en fait son patient. Ça prend trop de temps, c'est trop cher. Et en plus, la réalité est trop difficile pour les patients. C'est très difficile pour eux. Ils doivent se forcer, ils doivent s'angoisser, ils se traumatisent inutilement. Donc la réalité virtuelle offre une certaine douceur, une certaine progression que n'offre pas la réalité. Le psychiatre obtient ainsi 85% de réussite avec différentes phobies, comme la peur du vide ou celle de l'avion. La réalité virtuelle peut donc soigner, mais elle peut aussi représenter un danger, en particulier pour les enfants. Retour dans cette grande surface où les clients peuvent tester les casques pour la première fois, comme Théophile, 8 ans, en pleine plongée sous-marine dans une cage à requins. Oh, il y a plein de petites méduses sous moi. Un banc de méduses. En théorie, il ne devrait pas porter ce casque, Oh, il y a un requin. dont l'utilisation est déconseillée par les fabricants aux enfants de moins de 12 ans. Parce qu'il s'y croit tellement que c'est... qu'on ne sait pas ce que ça peut créer après comme réaction, quoi. Puissante, ensorcelante, la réalité virtuelle fait parfois peur aux parents. Alors, pour les rassurer, certains concepteurs ont décidé de se fixer des limites, une sorte de code éthique. En banlieue parisienne, à Saint-Ouen, cette start-up crée des jeux à destination des ados. Mais ici, pas question de faire n'importe quoi. Il y aurait plusieurs dans la même réalité virtuelle à se battre pour avoir le meilleur score. Yann, le fondateur, a tout de suite été conquis par la réalité virtuelle. Mais avec son équipe, il souhaite manier cette technologie avec précaution. Quelle douleur ça me fait provoquer. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui tire sur quelqu'un, la personne s'écroule et il y a du sang par exemple, voilà, ça peut être un traumatisme où la personne va avoir vécu l'expérience d'avoir tiré sur quelqu'un. Et elle l'a vécu vraiment, c'est une expérience. C'est quelque chose qui n'arrive pas sur des jeux vidéo classiques. Des jeux vidéo classiques, c'est à la rigueur on voit, mais on le voit pas tout de suite, on est limité par un écran, notre champ visuel va au-delà, donc quoi qu'il arrive, on sait qu'on n'est pas que dans ce monde-là.
Là, on est immergé à 360 visuellement, de manière sonore, et en plus, on peut toucher des choses. Donc à partir de là, on vit une expérience qui est vraie. Et vraiment, le but, c'est de mettre Ce qu'il veut éviter à tout prix, la grosse boule d'énergie au centre. c'est ce jeu de tir ultra violent, théoriquement interdit aux moins de 16 ans. Des mares de sang, des cadavres. Le joueur devient un tueur en série à 360 degrés. Alors, l'équipe se fixe des règles strictes. Pas d'armes, pas de sang et une distance minimale entre le joueur et l'ennemi qui ne meurt jamais. La colonne derrière, l'idée des oreilles. Pour moi, dans l'idée, quand il va être touché, on va pas être on va être vraiment dans la déception du laisser tomber les bras, pencher vers l'avant et avoir le petit côté. Et il va disparaître ensuite. Au final, c'est comme du burlesque. C'est Buster Keaton quand il se prend une poudre sur la tête. Je suis un peu déçu. L'important, c'est qu'on se dise qu'on l'a fait perdre, mais pas qu'on l'a abîmé ou pas qu'on l'a blessé. Reste à dessiner l'adversaire. Ce sera un robot. Un demi-cercle de linéaire là. Il saura défier le joueur avec humour. Souligner aussi le côté rond vachement du truc. L'idée là, c'est d'avoir une petite surface qui serait une sorte d'écran sur lequel on pourrait faire apparaître tout ce qu'on veut. Même en caricaturant le robot assez réaliste avec carrément des trucs genre comme ça. Exactement. En train de se moquer. Voilà, ça peut être rigolo. À la fin du mois, cette start-up ouvrira sa première salle de jeu en réalité virtuelle. Elle sera équipée de tapis pour simuler les déplacements dans le jeu. Dans les prochaines années, toute une série d'accessoires rendra le virtuel toujours plus réel. Voilà pour cette innovation assez incroyable qu'on continuera bien sûr à suivre pendant les prochaines années. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve évidemment très vite sur France 2 et d'ici là n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.